lancé ce samedi à Kalana dans le Wasolo et région de Sikasso. À l'étranger, la ville de Bouaké a été le théâtre des tirs hier et ce matin par des mythes. Nous en parlerons dans cette édition. Bonjour à tous et toutes nos excuses pour ces légers retards. Les lancements des projets routiers prioritaires 2016-2018 se poursuivent. Le 4e du genre a été lancé ce samedi à Kalana dans le Wasolo et région de Sikasso. Cette route doit coûter près de 19 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 15 mois hors saison des pluies. Et c'est le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga qui a donné le ton des travaux. Arunaba compte rendu. C'est une route de 52 km, les 5 chaînons de la route Bougouni-Yanfolila-Kalana jusqu'à la frontière guinéenne. Le projet de but de la route bitumée à Yanfolila traverse Solona, Malikila, Badogo, Fabula et prend fin à Kalana. Sa réalisation sera une valeur ajoutée aux nombreuses potentialités qui révèlent cette zone. Traoré Sinabou Diop, ministre de l'équipement et du désenclavement. Le cercle de Yanfolila est certainement l'un des mieux dotés en potentialité agricole de tout genre, notamment en fruits et légumes. La production annuelle de mangue est estimée à plus de 50 000 tonnes, soit un quart de la production nationale. La production de bananes atteint la moitié de la production nationale et la production d'orange plus de la moitié, ce qui avait même motivé l'installation d'une usine de jus d'orange. De plus, la localité regorge d'énormes gisements d'or. Le lancement de cette route s'ajoute à de nombreux projets en cours d'études et d'autres en cours d'exécution. Il s'agit entre autres du bitumage de la route Bougouni-Manakoro, frontière Côte d'Ivoire, et du bitumage de la route Kadiana-Zegwa, dont les études sont en instance de démarrer. La construction, dans le cadre du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale, de 1700 km de pistes rurales, dont 400 km démarreront dans les mois à venir. En outre, il est à signaler que divers travaux sont en cours d'exécution, parmi lesquels la construction du pont de Kouro Barrage entre Sikasso et Kouchala, la construction du pont de Ifola dans le cercle de Sikasso, le bitumage de la route Zantiebougou-Kolondieba, frontière Côte d'Ivoire, et d'autres sont en instance de démarrage, à savoir la traversée de la ville de Sikasso en 2x2 voies, le bitumage de la route Katele-Kadiolo-Zegwa et la réalisation de 4 km de voirie urbaine dans la ville de Kadiolo. Ces 5 projets routiers prioritaires 2016 à 2018 du Mali sont estimés à 123 milliards de francs CFA et sont essentiellement financés par les budgets nationaux. Sur le plan sécuritaire, cela fait 2 semaines que la nouvelle alliance terroriste que dirige Yad Agali mène des attaques dont les militaires maliens sont les plus visés par ces attaques. Au total, en 15 jours, il y a eu une vingtaine de morts du côté des forces armées maliennes et ses alliés entre Gourma-Raous, Nampala et Al-Moussarat. Kassim Traoulé nous en parle. De cette alliance composée de Amadoun Koufa du Mali, Ibrahim Malam Diko du Burkina Faso et d'autres terroristes. Leurs cibles, les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sans oublier leurs alliés. Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue. Il y a Dakombi qui n'a aucune porte de sortie et il sera obligé effectivement de trouver un accord de tous les mouvements pour pouvoir faire face, pas seulement à l'armée malienne, face à la communauté internationale, parce que c'est ça. Certains pensent qu'il faut négocier avec eux, à l'image de Modibo Fofana, journaliste. Associer Yad au processus de dialogue est devenu logique. En réalité, les vrais maîtres sur le terrain, c'est Yad. On a cru à la CEMA et aux autres groupes armés en signant un accord avec eux, mais nous nous sommes rendus compte que la situation encore s'est empirée. Et la situation du terrain nous impose à aller avec Yad. Le docteur sociologue Lamine Sandi Aïdara préconise la formation des militaires maliens. Selon lui, tôt ou tard, les forces étrangères vont quitter le Mali un jour. Franchement, moi je me pose la question, qu'est-ce que ces forces-là font au nord? C'est vrai que ça, on entend qu'ils ont attrapé tel djihadiste à tel endroit, moi je dis ça ne suffit pas. Le Mali doit pouvoir s'organiser. Il faut faire des recrutements, il faut former en fonction de cette guerre aux accents asymétriques. Pendant les 4 premiers mois de 2017, on a enregistré un record en matière de sécurité. Une vingtaine d'attaques, près de 200 victimes sur le territoire national depuis le 1er janvier 2017.
Toujours par rapport aux régions nord du Mali, une assemblée générale des transporteurs routiers de Tombouctou s'est tenue ce week-end à Bamako. La sécurité, l'état des routes du nord ont été quelques sujets abordés par les organisateurs. Placés sous les signes de la paix et la réconciliation nationale, facteur de développement du transport dans les régions du nord, nous vous proposons d'écouter Ousmane Keïta, président de l'Union des transporteurs routiers de Tombouctou. Il est au micro d'Amineta Agali Yatara. Bon, c'est de nous faire connaître, c'est de décrire les attaques, les difficultés que nous avons sur les routes. Parce que malgré l'état de la route, nous on est toujours là depuis belle lurette. On fait la route, on va, on vient, mais il n'y a rien. On nous attaque, on nous convoque, même ceux qu'on attaque, si on nous enlève par exemple des matériels des clients, et ces mêmes clients nous convoquent encore à la justice, on nous traîne partout. Donc on n'a pas de recours, nous sommes laissés à nous-mêmes. On a voulu nous organiser pour essayer de comprendre aux transporteurs que vraiment, surtout à l'opinion nationale, que vraiment les transporteurs sont aussi des humains, ils ont des droits et des devoirs. Et que nous remplissons nos devoirs et à l'État maintenant de nous défendre vis-à-vis de ces gens-là. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait cette union-là, pour essayer de réunir tous les transporteurs de la région de Tombouctou, les mettre tous dans cette union, qu'on parle ensemble, qu'on se lève ensemble, qu'on agisse ensemble. Voilà, c'est dans ce cadre qu'on a créé l'union. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. La première assemblée générale ordinaire, c'est aujourd'hui. Donc ça nous fait 1 an maintenant qu'on évolue sur le terrain. Et la prochaine assemblée serait tenue à Tombouctou, si Dieu le veut, inchallah. Ousmane Keïta, président de l'Union des transporteurs routiers de Tombouctou. En politique, la CODEM, Convergence pour le développement du Mali, réaffirme son appartenance à la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle. C'était lors de son 2e congrès ordinaire qui s'est tenu hier au pavillon des sports du stade Modibo Keïta. Au cours de cette rencontre, il a été également question de savoir si le parti aura ou pas un candidat aux élections présidentielles de 2018. Une question qui sera tranchée lors de la conférence nationale extraordinaire de la CODEM. On fait le point avec André Traoré. Ce 2e congrès ordinaire de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, a dans un premier temps réaffirmé son appartenance à la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle CMP. Ousseini Amion Guindo, président de la CODEM. Qu'il me soit permis de réaffirmer notre loyauté à la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle CMP, quand bien même nous sommes tous conscients de la nécessité d'améliorer sa structuration, son fonctionnement et son animation. Le chemin est encore long. Cherchons marcher ensemble. Le Congrès a ensuite appelé à la paix au Mali et à la quiétude pour les citoyens maliens. Selon Ousseini Amion Guindo, la nouvelle direction du parti soutiendra toutes les initiatives et actions tendant à restaurer durablement la paix et à réconcilier les cœurs. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Le Mali ne doit en aucune manière être le sanctuaire d'apprentis terroristes. Le Mali ne doit pas être le maillon faible de la légitime lutte de la civilisation contre la barbarie, contre le terrorisme. Pour cela, aucun sacrifice ne sera de trop pour assurer à nos vaillantes forces armées et de sécurité la victoire finale. Parlant des élections présidentielles de 2018, la question sera tranchée par la conférence nationale extraordinaire de la CODEM. Une conférence nationale extraordinaire sera convoquée à l'effet de décider de la candidature de la CODEM aux élections présidentielles de 2018. Et conformément à notre devise, comptons d'abord sur nos propres forces, je vous engage à accroître davantage vos capacités de mobilisation, d'implantation et d'animation. Ousseini Amion Guindo s'engage à respecter et à faire respecter la charte de valeurs du parti que le Congrès vient d'adopter. Selon lui, elle sera aussi appliquée à tous. Restons avec les hommes politiques. À l'étranger, Emmanuel Macron a été investi hier dimanche à Paris. Le 8e président de la 5e République française place son mandat sous les signes des rassemblements, de la reconnaissance des efforts de ses prédécesseurs, mais surtout de faire entendre la voix de la France dans le concert des nations. Écoutons un extrait de son discours d'investiture. Le monde entier sera attentif à la parole de la France. Parce que nous aurons su dépasser ensemble nos craintes et nos angoisses. Nous donnerons ensemble l'exemple d'un peuple sachant infirmer ses valeurs et ses principes, qui sont ceux de la démocratie et de la République. Les efforts de mes prédécesseurs en ce sens ont été remarquables et je veux ici les saluer. Je songe au général de Gaulle, qui œuvra pour redresser la France
et lui rendre son rang dans le concert des nations. Je songe à Georges Pompidou, qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure, à Valéry Giscard d'Estaing, qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité, à François Mitterrand, qui accompagna la réconciliation du rêve français et du rêve européen, à Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre, à Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde. Et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat et protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme. Leur œuvre, surtout ces dernières décennies, s'est trop souvent vue empêchée par un climat intérieur délétère, par le découragement de Françaises et de Français, s'estimant injustement défavorisés, déclassés ou oubliés. Ce que la France avait à dire au monde s'est parfois trouvé affaibli par une situation nationale percluse d'inquiétude, voire de défiance. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le temps est venu pour la France de se hisser à la hauteur du moment. La division et les fractures qui parcourent notre société doivent être surmontées, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou morales, car le monde attend de nous que nous soyons forts, solides et clairvoyants. Emmanuel Macron, président de la République française. Dans le reste de l'actualité internationale, la situation reste toujours tendue en Côte d'Ivoire. Des tirs sont toujours entendus de la part des mutins. Mahamadou Kane, vous êtes en direct avec nous. Qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation? Alors, Dado, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette annonce faite jeudi par quelques représentants des mutins devant le président Alassane Dramane Ouattara à l'issue d'une grande cérémonie à Abidjan. Ils s'étaient excusés auprès du numéro 1 ivoirien pour leur comportement et avaient même renoncé au restant des 12 millions de francs CFA promis par les autorités après la mutinerie de janvier dernier. Alors, nous rappelons que c'est quelques 18 000 mutins qui avaient reçu la somme de 5 millions de francs CFA en guise de premier versement. Une annonce qui a visiblement du mal à passer depuis vendredi auprès des mutins qui attendaient de toucher les restants, c'est-à-dire les 7 millions de francs CFA. Nous avons donc pu joindre il y a juste quelques instants un habitant de Bouaké qui nous décrit la situation sur place. Bon, actuellement, ce matin-là, la situation est un peu grave. Bon, on ne sait pas comment ça va se terminer. Voilà, bon, il y a des tirs partout, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ouais. Est-ce que les tirs continuent en ce moment? Bon, souvent, ça s'arrête, souvent, ça continue. Depuis à 6h du matin, jusqu'à 7h, ça continue. Donc, si les tirs continuent, ça veut dire quoi? Les habitants sont à la maison? C'est pas tout le monde qui est à la maison. Il y a des gens qui travaillent, mais il y a des gens aussi à la maison. Mais actuellement, les gens un peu quoi. Ils sont armés. Ah oui, non. Les gens un peu armés, ils sont armés. Ouais, tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés. Ceux qui vendent moto, ceux qui vendent les pièces détachées, tout est fermé. Voilà, donc Dado, c'était un habitant que nous avons pu joindre à Bouaké, cette fois-ci à Abidjan, dans les quartiers Trècheville. Nous avons pu joindre ces Maliens qui vivent sur place. Il nous décrit également la situation, nous l'écoutons. Ce matin, on s'est réveillé sous les tirs, les armes un peu partout, au plateau, à Djabé, Yopougon. Dans tous ces coins-là, ça tirait dans tous les sens. Donc, des tirs qui ont alerté les populations, c'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que les gens vaguent normalement à leurs occupations? Bon, pas forcément, parce qu'il y a une plus grande partie de la population qui est déjà rentrée. Après, même avec beaucoup de magasins sont déjà fermés parce que c'est la panique. Vous n'êtes pas sans le savoir que la Côte d'Ivoire vient de sortir dans une crise déjà qui n'a pas trop tardé. Et les gens sont toujours sur leur garde, au fait. Voilà, c'est donc la panique à Abidjan, Dado, Numoko. Voilà ce qu'on peut dire concrètement maintenant sur cette situation en Côte d'Ivoire. Est-ce que des tentatives de médiation sont en cours pour calmer les esprits, Mahamadou Kane? Oui, hier dimanche, les chefs militaires ivoiriens, en l'occurrence Chérif Ousmane, Zakaria Kone ou encore les patrons de la garde nationale, le commandant Ouattao, ont tenté de calmer les esprits à travers une médiation qui n'a pas donné grand-chose jusqu'au moment où l'on vous parle. La situation commence à se stabiliser quand même vers Bouaké, car des militaires loyalistes ont libéré plusieurs barrages installés par les mutins, au grand soulagement des transporteurs qui étaient bloqués sur place depuis plusieurs heures, des gens qui voulaient partir au Burkina Faso ou encore au Niger voisin. Donc, mais la situation reste quand même extrêmement tendue en Côte d'Ivoire. Une affaire donc à suivre. Merci Mahamadou Kane pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous.
Retour à l'actualité nationale. Consommons du riz local. C'est le message que semblent faire passer les producteurs de riz maliens qui ont du mal à faire face à la concurrence du marché international. Ils dénoncent le taux élevé de l'importation du riz sur le territoire malien. Pour la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali, les autorités doivent prendre toutes leurs responsabilités pour promouvoir le secteur. Mahamadou Kana. Avec près de 3 millions de tonnes de riz par an, le Mali se positionne juste après le Nigeria comme deuxième grand pays de producteurs de riz en Afrique de l'Ouest. Seydou Keïta, coordinateur national de la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali. Mais malgré cet exploit que le Mali fait dans la production, les importations continuent à joncher les marchés, donc de toutes sortes de riz, et parfois on ne connaît pas la nature. Donc maintenant, ça nuit effectivement à la production du riz local. Conséquence de cette importation, le stock constitué au niveau national à l'OPAM n'a pu trouver preneur. Selon une récente étude, l'importation du riz se situe à 180 000 tonnes par an, alors qu'au même moment, la production locale du riz peut satisfaire les consommateurs à hauteur de 93%. Seydou Keïta. Ce résultat que je donne, 93%, était sur une production qui n'était moins de 2 millions 200. Maintenant, on est à 2 millions 800. Mais même si on fait les ratios par rapport à la croissance de la population, nous avons quand même, on peut maintenir le cap entre 2014 et 2017, l'espace de 3 ans. Maintenant, on peut encore avoir ces chiffres de 93% de satisfaction des besoins nationaux. Pour le coordinateur de la plateforme nationale des producteurs de riz du Mali, l'État ne joue pas pleinement son rôle. Seydou Keïta. Tout ça, c'est la politique de l'État, à mon avis, qui n'est pas bien orientée pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Le fait d'importer est un droit pour les pays aussi, parce que le droit à l'alimentation l'oblige. Tant que ta production ne peut pas satisfaire à ta population, tu es obligé d'importer. Mais on n'a pas dit de ne pas importer. On a dit que ça soit une importation raisonnée. Et raisonnée en ce sens que ne nuit pas à la production locale. Selon la coordination nationale des producteurs de riz du Mali, d'autres actions seront envisagées dans les jours à venir pour, je cite, mieux faire entendre leur voix. Et c'est la fin de cette édition. Toutes nos excuses pour les incohérences survenues au cours de cette édition. Présentation d'Adonomoko mise en nom de Fatou Fala. L'information revient à 14h avec Arunaba. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.